Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on Hey Girl. Salut, moi c'est Anaïs et Ryan Gosling a changé ma vie. Et moi c'est Marie et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en voyant ce film. Cette semaine, on se confronte à l'homme idéal et à un film qui dégouline de romantisme mélo. N'oublie jamais en français, The Notebook en anglais. C'est un film réalisé par Nick Cassavetes qui est sorti en 2004 et qui a à l'affiche, entre autres, Ryan Gosling et Rachel McAdams dans les rôles principaux. C'est un peu le film romantique par excellence. Ça coche toutes les cases. Tu as fait la remarque pendant le visionnage. Je suis désolée, mais c'est le proto-film d'amour parfait, quoi. Il y a tout. Ryan Gosling. Déjà, Ryan Gosling avec ses cheveux au vent. Non, et puis vraiment le truc de... Il lui a écrit, elle a pas répondu, mais c'est parce que sa mère l'a pas laissé. Et en même temps, au moment, il la croise dans la rue, il court, il manque de se faire renverser par toutes les voitures, il arrive et là, il voit qu'elle est amoureuse d'un autre homme et il se dit, bah non, je l'abandonne. Une fois n'est pas coutume, c'est un film qu'on avait vu toutes les deux. C'est un film qu'on a aimé toutes les deux. Donc on n'avait on n'avait pas du tout enregistré d'intro avant le visionnage. Mais je voulais quand même revenir un peu sur notre rapport au film. En y repensant, je pense que c'est toi qui m'as fait découvrir The Notebook. Parce que je l'ai vu à l'époque où on s'est rencontrés. À une époque où tu avais une passion Ryan Gosling très, très, très intense. On va y revenir. Il y a une époque où beaucoup de tes visionnages étaient en commun avec moi. Exactement. Et donc, je pense vraiment qu'on avait vu le film ensemble et c'est toi qui me l'avais fait découvrir. C'est quoi ton rapport avec The Notebook ? Mon rapport avec The Notebook était pas particulièrement fort à la base et même dans la filmographie de Ryan Gosling, c'est pas du tout mon préféré. Même si j'ai réalisé en le voyant avec toi que je le connais absolument par cœur. Mais je l'ai découvert quand j'ai emménagé aux États-Unis. Donc quand j'avais 20 ans parce que c'était vraiment un phénomène culte là-bas. Et moi, j'étais une immense fan de Ryan Gosling déjà à ce moment-là. Et donc, mes potes américains m'avaient dit « Mais meuf, t'es fan de Ryan Gosling et t'as pas vu The Notebook, c'est ridicule. » Et en fait, je voulais pas parce que, on l'a déjà un petit peu exploré. J'étais méfiante par rapport au film romantique de base. Et je ressentais pas forcément le besoin de le voir. Mais donc, je l'ai découvert en visionnage avec des potes à Austin. Et ça m'a pas du tout fait pleurer, contrairement à tous mes potes qui étaient sur le canapé avec moi. Mais depuis, j'imagine que je l'ai revu quand même quelques fois parce que vraiment, quand on l'a revu l'autre fois, tu connaissais très bien. Ouais. Moi, je l'ai vu plusieurs fois depuis. Tu l'avais revu au moins une fois avec moi, je pense. À moins que tu m'aies dit de le voir et que je l'ai vu sans toi à l'époque. Non, après, je pense que je l'ai quand même pas mal revu. J'ai aussi ensemble. beaucoup écrit sur Ryan Gosling, donc je pense que je l'ai revu pour des recherches. Ouais. Très scientifique. Pour le travail. Ça ne te fait pas pleurer, c'est vrai. Mais moi, par contre, ça me fait beaucoup pleurer et à chaque fois, c'est automatique. C'est-à-dire que dès les premières minutes, je peux me mettre à chialer. Et ça a été le cas. Là, j'ai vraiment beaucoup pleuré pendant tout le visionnage. This is Duke. He's come to read to you. Read? Pourquoi? The Waterworks, ça va commencer direct. Sérieux? I don't know. Oh, come on. C'est horrible. You like him. He's very funny. C'est l'amour de sa vie et elle le reconnaît pas. It was us. Oh, my sweetheart. C'est horrible. Putain, mais c'est fou que ce soit ce truc-là qui était meuf. Pour moi, c'est les pires parties, quoi. Mais moi, ça t'appuie sur un bouton, c'est bon, quoi. Enfin, c'est trop triste. Oui, mais c'est hyper triste, c'est horrible. Oui, c'est pour ça C'est genre, elle va avoir 30 secondes de conscience, quoi. Pourquoi tu crois que ça me fait pleurer? On est vraiment pas câblés par là. Ça me fait pas pleurer. Mais non, mais moi, ce qui me fait pleurer, c'est quand ils sont jeunes et qu'il lui dit I want all of you forever. Quand il y a de la promesse. Oui, mais là, les promesses, elles sont mortes. Mais elles sont pas mortes, au contraire, elles ont été respectées. C'est beau. Ils sont encore ensemble, ils se... Oui, enfin, ils sont encore ensemble, elle s'en souvient pas. Mais arrête On va revenir plus tard sur ce qui ne va pas chez toi. Non, mais c'est fou parce que c'était l'inverse sur Un monde meilleur. On est très différentes. Ouais, mais je pense c'est ça qui est beau. Je pense que c'est toi qui vas pas bien. Ok, merci. Non, je sais pas. Psychologisant much. Non, je sais pas. Non, mais et puis, je suis unique en fait. Oui, c'est ça. Je suis fière d'être seule contre tous. Exactement. Bon, avant de poursuivre, il faut qu'on résume ce film en 30 secondes. C'est ton rôle aujourd'hui. Alors déjà, c'est une histoire dans l'histoire. Puisque l'histoire que l'on voit dans la majorité du film, c'est une histoire qui est racontée par
un vieux monsieur dans un EHPAD, une maison de retraite, à une dame qui a Alzheimer. Et donc, dans cette histoire qu'il lui raconte, on fait la rencontre de Noah, un jeune homme pauvre qui travaille à la mine et qui a un coup de foudre pour Ali, qui est une jeune femme riche qui vit sur une plantation. Il décide de lui faire un chantage au suicide pour obtenir un date avec elle. Mais comme après ça se passe bien et il tombe amoureux, on oublie ce détail extrêmement perturbant. Le problème, c'est qu'il tombe amoureux, mais au bout de quelques mois, Ali doit partir à New York pour ses études et ses parents ne veulent pas qu'elle soit amoureuse de Noah puisqu'il est pauvre et il travaille à la mine. Du coup, ils se disputent et il y a un gros malentendu. Ils se disent qu'ils se quittent, mais en fait, c'est un peu juste une dispute. Ils se quittent pas vraiment, mais sauf qu'après... Après, comment ça, on dirait moi ? Tu rentres vachement dans les détails. Ah oui. Mais parce que là, c'est très important. Non, parce qu'on peut pas faire abstraction de tous ces détails-là. Et encore, là, je fais court. Donc, ils se disputent, ils se disent « Ok, bah, si c'est comme ça, je te quitte et c'est fini. » Sauf qu'en fait, évidemment, c'est pas fini ni dans son cœur à elle, ni dans son cœur à lui. Mais après, ils ne se revoient plus puisque les circonstances font que le lendemain, elle doit partir sans avoir pu s'expliquer avec lui. Et donc, ils s'aiment tous les deux. Et lui, Noah, il lui écrit des centaines de lettres, mais elle lui répond pas. Et donc, ils passent des années et des années à s'aimer tous les deux sans se voir. Et ensuite, lui, il construit la maison dont elle rêvait depuis toujours alors qu'elle est plus là. C'est terrible, il est hyper triste. Et ensuite, un jour, elle le voit dans le journal et elle le retrouve. Et ils tombent amoureux enfin, pour de bon, pour toujours. Et ensuite, on se rend compte que les deux vieux de la maison de retraite, c'est eux. Donc, ils sont toujours ensemble. Et à la fin, ils meurent. Bravo. Voilà. Et il faut préciser que l'histoire d'Ali et Noah, quand ils se rencontrent, c'est dans les années 40. Oui, parce qu'il y a la guerre au milieu. Oui, la Deuxième Guerre mondiale. C'est une scène de 5 minutes. Bon, c'est un film, c'est un mélo, comme Un monde meilleur, mais bien mieux. Mais c'est différent. C'est une adaptation d'un roman de Nicholas Sparks, qui était sorti dans les années 90, du même nom. Nicholas Sparks, qui est très connu pour écrire des romans à l'eau de rose. Et à l'eau de rose. Et beaucoup de ces romans sont adaptés au cinéma parce que ça fonctionne très bien, parce que je pense c'est un peu comme Guillaume Musso et Marc Lévy, c'est-à-dire que c'est pas très bien écrit, mais du coup ça fonctionne parfaitement pour faire une base de script. Oui, puis c'est toujours des histoires d'amour adolescente, d'amour impossible où il y en a un qui meurt ou des choses comme ça, donc c'est très séduisant pour un certain pan de la population. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et donc qui a été adapté en 2004 par Nick Cassavetes, qui est le fils de John Cassavetes et Gina Roland, on reparlera de Gina. C'est un film qui, malgré son accueil très mitigé, a acquis un statut culte, en particulier aux États-Unis. Et s'il a acquis ce statut culte, c'est en grande partie grâce à son casting, selon moi, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Si ça avait été un casting moins talentueux, le film ne fonctionnerait pas du tout. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le casting qui est très talentueux et je pense que c'est aussi comme beaucoup de films qui sont sortis à cette période-là. Je pense à Mean Girls aussi, où tu vois, les années entre 2003 et 2006, quoi. C'est aussi le moment où la génération milléniale, la nôtre, s'est emparée d'Internet et a fait plein de mèmes et de trucs comme ça et de gifs et il y a eu Tumblr, tout ça. Et donc, les romances et les comédies américaines sur Tumblr ont explosé à ce moment-là. Et donc, c'est ces films-là qui sont devenus cultes par la suite. Oui, c'est vrai. On va détailler un peu les personnages. En commençant par Ali, qui est jouée par Rachel McAdams. Tu parlais de Mean Girls. La même année, elle venait juste de jouer Regina George dans Mean Girls. Donc là, c'est un grand bond. C'est très, très différent. Elle joue le rôle d'Ali. Comment est-ce que tu décrirais Ali ? Elle est globalement chiante. Oh. Si elle n'était pas jouée par Rachel McAdams, elle serait assez crispante, c'est-à-dire que elle correspond à beaucoup de clichés qu'on a vus dans d'autres films romantiques avec des personnages féminins qui adorent crier de manière super mignonne. Bon, c'est un personnage qui est intéressant parce qu'elle est enfermée à tous les points de vue. Elle est enfermée par ses parents, par son statut social qui est un petit peu étouffant, même si voilà, on n'a pas à la plaindre parce qu'elle est très riche. Ouais, mais elle est dans un carcan, quoi. Elle détaille un peu son emploi du temps. Elle a que des cours particuliers du matin au soir. Elle sait jouer du Chopin, mais elle n'a pas fait l'expérience de l'école de la rue. Elle connaît pas la vraie vie et donc elle va aussi un petit peu s'encanailler avec Noah et découvrir autre chose que le monde très fermé dans lequel elle a évolué. Donc ça, c'est sa caractérisation. Après, le personnage lui-même dans le film, elle est honnêtement pas hyper complexe, je trouve, mais tout repose sur le charme de Rachel McAdams. Elle nous a un peu saoulés, ceci dit, sur l'écrit, tu l'as dit. Par contre, il faut qu'elle arrête de crier, celle-là. Elle adore crier. Hein. Ah, elle est vraiment casse-couille dans celui-là. J'avais oublié ça. Non mais si elle crie pas, elle meurt en fait.
Non, mais on s'est rendu compte que le personnage de Christina Aguilera dans Burlesque, qui s'appelle aussi Ali, avait ce même défaut, sauf que là, on est sur un niveau un petit peu moins élevé de talent. Parce que là, il y en a 4. Il y a 4 cris aussi dans The Notebook. Oui. Dans Burlesque, il y en a à peu près 40 000. Il y en a 4 par seconde, quoi. Voilà. Mais c'est marrant, en fait, que ce soit un truc... C'est les Ali. Ouais. C'est comme il y a un autre truc de prénom, c'est Martha, qui est le personnage le plus pitoyable de ce film, qui a une histoire d'amour avec Noah. Enfin, pas une histoire d'amour, elle couche avec Noah. C'est une veuve qui couche avec lui quand il est triste et qu'il a plus Ali. Elle est très pathétique. Une autre Martha très pathétique de la pop culture dans The Americans. Du coup, je me suis dit, franchement, les Martha, en général... Ouais, c'est vrai, ça doit être parce que c'est un prénom un peu... désuet. Ouais. Pour la petite histoire, pour le personnage d'Ali, il y avait eu énormément de jeunes actrices qui avaient été considérées et qui avaient passé le casting, dont Kate Bosworth, qui à l'époque était quand même assez connue, Amy Adams, Jessica Biel, qui était dans C'est à la maison à l'époque. Et surtout, la finaliste pour le rôle face à Rachel McAdams, c'était Britney Spears. Eh ben, dont l'enregistrement du casting a circulé l'an dernier à un moment pas mal sur Twitter et qui était pas mauvaise dans le rôle. Mais bon, je pense quand même que si ça avait été Britney Spears dans le rôle au lieu de Rachel McAdams, aussi bien au niveau du jeu qu'au niveau de tout ce que ça charrie comme idée autour du personnage, ça aurait été assez tragique, je pense, pour le film. Noah est joué par Ryan Gosling. Et avant de passer à cet énorme dossier, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs projets d'adaptation du roman de Nicholas Sparks, dont un qui était mené par Steven Spielberg, qui n'a évidemment jamais vu le jour, à la fin des années 90, et lui avait en tête Tom Cruise dans le rôle de Noah. Ensuite, il y a George Clooney, qui a été considéré aussi pour le rôle de Noah, avec dans l'idée d'avoir Paul Newman comme Noah vieux. Pas du tout les mêmes physiques, mais... Justement, apparemment, George Clooney avait été voir Paul Newman et il avait dit après, en fait, on se ressemble pas du tout, donc arrêtez vos conneries. Par contre, j'aurais bien vu un George Clooney jeune dans le rôle de Noah. Moi aussi, totalement, parce qu'il a le côté un petit peu... Monsieur tout le monde, mais en même temps méga beau, quoi. Exactement, et un petit peu le sourire un peu moqueur, taquin. Il a un côté taquin qu'a Noah et qui fonctionnerait bien. Et qui peut jouer un ouvrier aussi. Non, parce que Paul Newman, je l'imagine pas trop. Non, pas du tout. Paul Newman vieux, en plus, tu te dis à quel moment cet homme a travaillé dans une mine. Enfin, c'est pas... Je n'y crois pas. Donc finalement, quand Nick Cassavetes a repris le projet, il voulait des acteurs pas trop connus et pas beaux aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a choisi Ryan Gosling, ce qui est assez ironique avec le recul. Et d'ailleurs, tu m'as dit une anecdote pendant le visionnage que je ne savais pas au sujet de Ryan Gosling dans ce film et du fait de son enlaidissement pour le film. Oui, ils lui ont mis des lentilles de contact pour qu'il ait les yeux marrons. Parce que, évidemment, dans la vraie vie, Ryan Gosling n'a pas les yeux marrons. Et là, ça fait un petit peu bizarre quand maintenant on connaît bien son visage. Moi, ça me fait pas bizarre du tout, Anaïs. J'avais même pas remarqué. Pour moi, c'est extrêmement perturbant. C'est not my Ryan Gosling. Oui, c'est marrant, en fait, qu'il lui ait mis ces lentilles-là et qu'en même temps, Cassavetes a dit plusieurs fois, effectivement, qu'il aimait bien Ryan Gosling dans ce rôle parce qu'il pouvait jouer un monsieur tout le monde qui n'avait pas le charisme d'un rôle principal, selon lui. C'est comme ça qu'il l'a qualifié. Donc c'est un petit peu marrant parce qu'il l'a quand même enlaidi. Donc ça veut dire qu'il le trouvait quand même suffisamment beau pour qu'il faille le faire baisser d'un cran. Mais oui, en même temps, c'est aussi tout ça qui a bâti ensuite l'image de Ryan Gosling, quoi. Avant de parler de Ryan Gosling, le point sur Noah, c'est un personnage très très important dans cette histoire. Comment est-ce que tu le décrirais ? Il est incroyable. Putain. Non, mais en fait, c'est... Non, mais il est écrit comme l'homme parfait, oui. Oui, voilà, il est totalement écrit comme l'homme parfait. C'est un immense fantasme, je pense, pour beaucoup de femmes. C'est-à-dire qu'il a un côté un petit peu coquin, canaillou, mais en même temps, il est extrêmement respectueux. Il lit, il est sensible, etc. Donc, il coche un petit peu toutes les cases. Et il sait travailler, en fait, le bois. Il a un travail manuel, mais il est très doux, très sensible. Et il est fou amoureux de cette meuf et il est prêt à absolument tout pour elle, sans que ce soit de manière chelou ou creepy, mais juste... Après la première rencontre, mais... Voilà. Son amour transcende absolument tout. Et ça, je pense que c'est un idéal qui a été construit par la pop culture, mais qui, du coup, est hyper présent chez beaucoup de meufs. C'est-à-dire que elle rêve de l'opposé du connard qui va nous oublier au bout de 3 dates et juste, au contraire, un mec qui va toujours être là et qui, en même temps, est suffisamment séduisant pour avoir cet attrait du connard, mais qui, lui, par contre, va être d'une fidélité à toute épreuve. Et... Même si t'es pas là pendant 7 ans, il reste amoureux de toi, quoi. Exactement. Il ne t'oublie jamais. Littéralement, c'est le titre.
C'est trop... Non, mais vraiment, c'est l'homme idéal. Ouais. Elle avait plus de pain depuis des années. Elle va pouvoir refaire ses croûtes. Oui, parce qu'il l'encourage aussi à reprendre la peinture. Donc en plus, il est très admiratif de Ses capacités, elle, ouais. Voilà, et pas juste de son physique, mais vraiment de son intellect. Ce qui, en plus, pour un homme des années 40, est d'autant plus remarquable. Oui, c'était un personnage très, très crédible. Déjà, il y a plein de moments dans le film, en fait, où, dans leur manière de parler, c'est ça qui donne un côté très cheap au film, c'est qu'il y a beaucoup de néologismes, en fait, où le script n'a pas du tout été écrit pour correspondre un tout petit peu à la manière dont les gens communiquaient dans les années 40 ou 50. Ouais, ou se comporter même. C'est-à-dire que, par exemple, on va parler de la scène où ils vont presque perdre leur virginité. C'est écrit comme quelque chose de normal dans le développement de leur relation. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement scandaleux quand même pour des gens de leur âge au début des années 40. Mais je pense que c'est ça qui a contribué au succès aussi, c'est-à-dire que c'est totalement transposé avec nos codes à nous, nos codes modernes de la romance. Mais c'est aussi ça, par exemple, quand tu parles de Spielberg, j'imagine que si Spielberg avait fait une adaptation de cette histoire-là, il y aurait des codes peut-être un petit peu plus réalistes. Mais revenons au principal. Anaïs, comment est-ce que tu décrirais ton rapport à Ryan Gosling ? Pour moi, c'est un des meilleurs acteurs du XXIe siècle et je sais que les gens parfois se moquent de moi quand je dis ça, mais je le pense vraiment sincèrement. Je pense que c'est un excellent acteur qui est souvent méprisé et on va en reparler. J'adore Ryan Gosling. Voilà. J'ai eu un crush sur lui très tôt. J'ai découvert Ryan Gosling, pas avec The Notebook, mais quelques années après avec Alf Nelson, qui est un petit film indépendant qui est sorti en 2005-2006. Juste après, il a fait La Faille avec Anthony Hopkins. Et donc, c'était vraiment une période, je pense, de 6 mois où au cinéma, je l'ai vu. Et j'étais complètement happée par ce mec. Je me suis dit, mais c'est qui ? Et après, je me suis fait toute sa filmographie parce que j'étais totalement obsédée. Et au départ, c'était parce que je le trouvais très beau, mais j'ai aussi suivi sa carrière au fil des années après Alf Nelson et La Faille. Et j'étais vraiment impressionnée par tout ce qu'il a fait. Et depuis, j'ai beaucoup écrit sur lui. Je parle beaucoup de lui. J'aime beaucoup Ryan Gosling. On va l'entendre. Moi, il me fait ça, je suis une flaque. Je fonds. Anaïs, Je dégouline sur mon siège. il te fait coucou de la main, tu es une flaque. D'ailleurs, je l'ai vu dans une salle de cinéma et j'étais une flaque. Ah, tu l'aimes bien. L'année où on s'est rencontrés, toi et moi, c'était en 2011. Et ça a été une grosse année pour Ryan Gosling parce que ça a été l'année de Drive, mais aussi d'un film, The Ides of March. Je ne sais plus comment ça s'appelait en français, mais un film politique où il jouait dedans, où je me souviens qu'il y avait eu la première de ce film la même année. Les marges du pouvoir. Voilà, et c'était aussi autour de cette période que les mèmes ont commencé autour de Ryan Gosling avec la blague que je faisais au tout début sur les Hey Girl, où c'était des mèmes un peu woke, on disait pas ça à l'époque, mais c'était une photo de Ryan Gosling, c'était Hey Girl, je sais que les inégalités sont systémiques, mais tout le monde aime recevoir un câlin ou des trucs comme ça. En fait, c'était encore une fois le petit ami parfait. Oui, c'est ça, qui est à la fois conscient de toutes les inégalités, de tous les problèmes sociaux et tout ça, mais qui en même temps est là pour te réconforter, quoi. Et qui est extrêmement sexy. Exactement. Non, parce que c'est aussi ça le Hey Girl, c'est-à-dire qu'il y avait le côté... séduisant, quoi. Voilà, et ça a déjà été lancé par The Notebook parce que c'est un homme qui est extrêmement séduisant comme Ryan Gosling, qui est pas aussi inoffensif que... je sais pas, le Harry dans Harry rencontre Sally, quoi. Oui. Qui est beaucoup plus sexué, mais qui en même temps, est un safe space pour les femmes. Et à l'époque, tu avais vu Drive combien de fois au cinéma ? 5 fois. Voilà. En une semaine. Donc, on était sur un niveau d'obsession assez élevé. Moi, c'est à cette époque que je t'ai connue. On était aussi étudiantes. Donc, en fait, on avait du temps. On étudiait dans un endroit où il y a 5 cinémas. Oui, on était à Odéon. Voilà. Donc, c'était très facile d'aller au cinéma quand on avait un peu une petite pause. Et en plus, j'avais une carte UGC, donc j'y allais très souvent. Et oui, j'avoue que j'ai vu ce film. Je me suis pris Drive dans la tronche. J'ai pas compris ce qui se passait. Je pense que je n'étais pas la seule puisque c'est devenu un énorme phénomène. Et donc, je voulais comprendre ce qui se passait en moi quand je regardais Drive. Donc, je l'ai pas mal revu, oui. Et tu as toujours gardé cet amour pour Ryan Gosling, cet amour associé à certaines croyances. Il est très très fort pour jouer la vulnérabilité, tu sais, le côté un peu... C'est parce qu'il est vulnérable. Tu es une grande malade. Mais non, mais c'est... Moi, je suis convaincue que
J'aurais pu avoir une très belle histoire avec Ryan Gosling. Je sais, Alice. Je pense vraiment qu'on se serait compris mieux. D'ailleurs, on a passé des rêves ensemble où ça s'est très bien passé. C'était aussi à la même époque que j'ai appris à faire des rêves lucides. Et donc, une fois, je me souviens que j'ai fait pour la première fois de ma vie, parce qu'on contrôle pas ses rêves d'habitude, sauf quand on fait des rêves lucides. Et la première fois que j'ai rêvé de Ryan Gosling, genre je le rencontrais dans mon rêve, j'étais là, waouh, putain, mais c'est trop bien, ça m'est jamais arrivé. Et je me souviens que je me suis réveillée et je me suis rendormie et j'ai réussi à repartir dans le rêve pour le finir. Parce que je me suis dit, là, c'est pas possible. C'est la première fois que je rêve de Ryan Gosling, il faut que cette histoire se termine. C'est magnifique. Ouais. Tu es donc, je pense, la mieux placée au monde, probablement, Évidemment. pour nous faire un petit point sur la carrière de Ryan Gosling, sur le rôle qu'a joué ce film, N'oublie jamais, dans sa carrière et dans son image, et sur l'évolution de son image en général. Ryan Gosling est né le 12 novembre 1980 au Canada. Elle fait ça sans notes, je précise. Elle n'a même pas prévu de notes. D'habitude, elle a des notes pour ses points, mais là, non. En gros, je pense qu'on l'a déjà un petit peu évoqué, il y a 2 films qui sont extrêmement importants pour l'image et la carrière de Ryan Gosling. Il y a eu Drive et avant ça, il y a eu The Notebook. The Notebook a été très important parce que avant ça, il avait fait quelques films qui étaient plutôt des films à petit budget, avec des thématiques un petit peu moins nunuches que The Notebook. Et c'est aussi ce qu'il a fait après. Donc en fait, The Notebook est vraiment une exception dans sa filmographie, mais ça a été son premier succès mainstream. C'est vraiment ça qu'il a révélé au grand public. Et donc ça a cristallisé son image comme un lead romantique pendant très 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 longtemps. Et les gens ont jamais vraiment réussi à se départir de cette image-là, puisque ensuite son plus gros succès après ça, ça a été Crazy Stupid Love. Et ensuite Drive qui a créé une autre image d'un mec un peu taiseux, mais qui est aussi quand même un idéal romantique. En fait, dans The Notebook, il joue cet idéal masculin dont on a parlé. Il se trouve qu'ensuite, en plus, il était en couple avec Rachel McAdams dans la vraie vie. Et donc, c'est un peu comme Kristen Stewart et Robert Pattinson qui se sont mis en couple au même moment que Twilight. Leur image dans le film est devenue leur image dans la vraie vie aussi. Et donc, Ryan Gosling est devenu cet homme absolument parfait dont toutes les femmes rêvaient. Et il a eu énormément de mal à se départir de cette image-là. Il a fait beaucoup de films, on va dire un petit peu plus osés, plus subversifs. Un peu moins vanille, quoi. Ouais, un petit peu moins vanille, plus subversif, beaucoup de drames. Il a essayé, par exemple, dans Lars and the Real Girl, en fait, il joue un mec qui est amoureux d'une poupée gonflable. Et d'ailleurs, il s'est pointé le premier jour du tournage avec 30 kilos en trop. Il n'avait pas prévenu le réalisateur, mais en fait, c'était un peu devenu son objectif personnel, justement, je pense, pour se détacher du côté lead romantique. Il voyait ce personnage comme un personnage un peu pathétique, et donc il a bouffé des Ben & Jerry's fondus pendant plusieurs mois pour prendre du poids. Dans Gangster Squad, il a modifié sa voix. Enfin, en fait, il essayait toujours de faire des trucs pour montrer qu'il n'était pas qu'un beau gosse. Mais ça marchait pas trop parce que pendant des années, et moi, à l'époque où j'ai commencé à écrire sur lui, tout le monde le voyait juste comme un beau mec. Et il voulait être pris au sérieux, et il voulait notamment être pris au sérieux après The Notebook. Et donc, il a continué dans les drames avec Blue Valentine. Même Alf Nelson, je crois, ça lui avait valu une nomination aux Oscars, si je ne m'abuse. The Place Beyond the Pines aussi, il avait fait. The Place Beyond the Pines. Tout ça, c'est avec Direction de France. Et en fait, il a vraiment essayé d'être pris au sérieux, sauf que ça s'est retourné contre lui parce que quand il a sorti Drive, là, on est sur un film qui est vraiment iconique au premier sens du terme, c'est-à-dire que tu as cette image de Ryan Gosling de dos avec le blouson et le scorpion. Et donc, c'est devenu un truc hyper culte qui a totalement dépassé Ryan Gosling et Winding Refn, d'ailleurs. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et ensuite, il a enchaîné plein de rôles de mecs beaux et taiseux. Ça a créé des parodies de lui où les gens disaient qu'en fait, il ne savait pas jouer et que tout ce qu'il savait faire, c'était être silencieux face à une caméra, alors que ça demande quand même beaucoup de talent d'être crédible, justement dans un rôle où on n'a pas beaucoup de dialogue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il s'est tourné vers la comédie depuis quelques années parce qu'il a essayé d'être pris au sérieux et ça n'a pas marché tant que ça. Et c'est quelqu'un qui lui-même, quand tu vois ses interviews, se prend pas très au sérieux, qui a l'air plutôt fun. Il est obsédé par Disneyland. Et donc, il a opéré un petit tournant dans sa carrière. On l'a vu d'abord dans The Big Short où il avait un petit rôle comique. Dans La La Land aussi, même si c'est pas forcément comique, mais c'est une comédie musicale, quoi. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, on voit tout le talent comique qu'il a là-dedans, même si c'est aussi un des films qui se rapproche le plus de son côté lead romantique aussi. Mais dans The Nice Guys, pour le coup, c'est 100% une comédie. Et là, on l'a vu cette année dans Barbie, où il joue le rôle de Ken, où clairement, il a bluffé tout le monde parce qu'il se prend pas du tout au sérieux et il joue justement sur cette image qu'on lui a collée
déroulé pendant des années. Et moi, le truc que j'avais écrit à l'époque, pour conclure cette très longue parenthèse sur Ryan Gosling, c'est que, en fait, lui-même s'est plaint de la manière dont il était objectifié sur Internet, parce que c'est vrai que c'est devenu un truc où, sur BuzzFeed, on faisait des posts juste sur des photos de lui qui sortaient ses poubelles. En fait, dans la rédaction de BuzzFeed aux États-Unis, donc à New York, on avait un Ryan Gosling grandeur nature en carton, avec lequel tout le monde posait en photo, parce que c'était le sexe symbole. Et donc, pendant 1 an, il était dans la rédac contre un mur, et à chaque fois, les gens posaient en photo. Tu as une photo de toi avec lui aussi. Donc, il y avait vraiment une objectification littérale, quoi. Et lui-même, s'en est plaint plusieurs fois. Il disait qu'il avait refusé plusieurs fois d'être nommé l'homme le plus sexy, tous les ans. Oui, People Magazine. Et parce que vraiment, il aimait pas cette image-là. Et en même temps, t'as envie de lui dire, c'est ce que beaucoup d'actrices doivent subir au quotidien. C'est-à-dire que toutes les actrices, elles, pour le coup, leur physique est un critère extrêmement important dans leur carrière. Et Ryan Gosling a découvert un peu à ses dépens ce que ça pouvait faire, et encore dans une moindre mesure. Mais c'est un des rares hommes à avoir été traité comme beaucoup de femmes à Hollywood, c'est-à-dire comme une coqueluche et comme une pin-up. C'est-à-dire que, littéralement, pin-up, c'est quelqu'un qu'on épingle au mur. Et lui, on le met en carton grandeur nature dans la rédaction, et on se concentre plus sur son image que sur ses talents. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, parfois dire que Ryan Gosling est un immense acteur, je vois que ça fait sourire un petit peu les gens en coin, parce qu'ils y croient pas vraiment, parce que son physique a occulté tout le reste, y compris son talent. Tu l'as mentionné dans ton point, Ryan Gosling. L'une des raisons pour lesquelles le film The Notebook est devenu culte aussi, c'est grâce à la relation entre Rachel McAdams et Ryan Gosling, qui donc, tout le monde connaît cette anecdote. En fait, sur le tournage, ils ne pouvaient pas se supporter, ils s'engueulaient tout le temps. Mais une fois le film fini, ils se sont mis ensemble et ils ont entamé une histoire d'amour qui a duré plusieurs années et qui est devenu assez culte, parce qu'en plus, c'était le couple phare de The Notebook qui était ensemble dans la vraie vie. Ils étaient tous les deux Canadiens, magnifiques, ils avaient l'air hyper amoureux. Il y a des photos d'eux en train de se rouler des pelles sur les terrasses des cafés ou des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment cultissime dans cette histoire entre eux. C'est les MTV Movie Awards, où ils ont reçu le prix du meilleur baiser pour The Notebook. Moi, j'ai revu la vidéo là hier. C'est assez incroyable parce qu'en fait, ils avaient vraiment prévu le truc. Quand ils reçoivent le prix, ils se font un clin d'œil tous les deux. Ils montent sur scène. Ce qui est très drôle, c'est que lui, alors c'est vraiment, c'est 2005 quoi. Il a un t-shirt Darfour. Et moi, c'est ça qui avait vraiment achevé de me convaincre. Quand j'ai vu cette photo, j'étais waouh, il est trop parfait, un t-shirt Darfour. C'est ça, c'est vraiment Hey Girl quoi. C'est le début du truc. Et il est d'un côté de la scène, elle est de l'autre. Elle enlève sa veste et ils courent l'un vers l'autre. Ils se prennent dans les bras et ils se roulent une grosse pelle, quoi. Ils s'embrassent comme dans le film. Oui, ils reproduisent la scène de baiser du film quasiment à l'identique, et ça a complètement cristallisé le statut culte du couple et du film. Enfin, tout ça a énormément contribué à l'image du film. C'est vraiment un moment parfait, en fait, des années 2000. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, ça comprend tout, quoi. T'as le t-shirt Darfour, Ryan Gosling, Rachel McAdams, les MTV Movie Awards, et Lindsay Lohan qui est dans la salle et qui, quand elle les voit s'embrasser, fait « Oh my God !» Donc, c'est vraiment parfait. En plus, c'était l'année, du coup, de Mean Girls aussi. C'est vrai que, c'est rentré dans les annales de la pop culture de ces années-là. C'est un pic de beauté et de romance. Voilà. Point. Comme tu le disais dans ton résumé, il y a 2 timelines dans le film. Il y en a une avec Noah et Ali jeunes, et ensuite, il y en a une avec Noah et Ali vieux. Et là, ils sont joués par 2 autres acteurs. Donc, l'actrice qui joue Ali, c'est Gina Rowland, actrice culte hollywoodienne, qui se trouve être la mère de Nick Cassavetes, donc le réalisateur, c'est bien pratique. Actrice oscarisée, très, très respectée. Exactement. Et l'acteur, c'est James Garner, qui est aussi un acteur du vieil Hollywood, pas mal de western ou des choses comme ça. Il a des centaines de films à son actif. C'est un acteur culte de ces années-là aussi. Je pense pas qu'il ait été oscarisé, mais il a été nommé à des Oscars. Donc, c'est 2 légendes du cinéma hollywoodien qui jouent ces rôles-là, quoi. Je sais pas si tu veux rajouter un truc sur... Moi, il m'intéresse pas. Bon, moi, je les trouve quand même très, très bons, mais c'est pas grave. Oui, moi aussi. Et dans les rôles des acteurs secondaires, on a aussi du lourd, puisqu'on a Sam Shepard, qui est un dramaturge qui a reçu un prix Pulitzer quand même pour son travail de dramaturge, qui est aussi acteur, et qui joue le père de Noah, et qui est un homme magnifique.
à tout âge. Ah, c'est Sam Shepard. Ça, c'est un vieux beau. Enfin, un homme vieux qui est beau. Il y a aussi James Marsden qui joue le fiancé d'Ali. Et là, c'est totalement ce qu'on disait tout à l'heure sur le physique de Ryan Gosling. C'est-à-dire que à tout point de vue, si tu demandais à une intelligence artificielle, par exemple, de désigner qui a les traits les plus symétriques et les plus parfaits en termes de canon de beauté entre James Marsden et Ryan Gosling, il dirait Marsden parce que c'est un homme qui a les cheveux bruns avec les yeux bleus, une mâchoire un peu dessinée par les dieux, qui est hyper symétrique, tout ça, mais qui du coup a moins ce côté approchable qu'à Ryan Gosling. Ou par exemple, Ryan Gosling, évidemment, oui, je me suis dit, je pourrais totalement le séduire et avoir une histoire d'amour avec lui. Ce serait peut-être un peu incongru, mais c'est possible. James Marsden, non. Tu vois, je suis pas dans sa ligue. On a quand même une réaction d'enthousiasme quand même quand on le voit, parce que c'est vrai qu'il est très très, il est très, très beau. Et il est charmant dans le film. Ouais, il est charmant. Le film a l'intelligence justement de pas le transformer en méchant. Et il faut dire que James Marsden, en 2023, a toujours la même tête. Donc il est quand même assez incroyable. Il est pas mal quand même. Hein. Bah oui. Là, c'est quand il apparaît en uniforme, tout réparé, parce que la première fois qu'on le voit, il est un peu abîmé. Quand on le voit pour la première fois, c'est un plâtre géant. C'est un rescapé de la guerre, donc hyper honorable en plus. Et Ali, c'est son infirmière, donc elle est à son chevet. Et il a littéralement un plâtre de la tête aux pieds. Et donc, quand ensuite elle le découvre tout réparé, forcément, ça impressionne. Ce qui est très drôle, c'est que quand on le rencontre, ça a beau être un plâtre géant, donc littéralement un blessé de guerre, quoi. On avait un sentiment de protection envers Noah. On voulait pas qu'il drague Ali, ce mec. Donc on s'en est un peu pris à lui, malgré les circonstances. Bah ouais. Tocard. C'est clair. Gros loser. Sale naze. Le mec, il est emplâtré de la tête aux pieds. Et on le déteste déjà. Bon, il faut qu'on parle un peu de l'intrigue. Ça peut être bien, ouais. Ça peut être intéressant pour nos auditeurs. Au bout de 40 minutes. C'est clair. Après avoir retracé toute la fiche Wikipédia de Ryan Gosling. Parlons du film qui nous mène ici. Ali et Noah se rencontrent à une fête foraine. Les circonstances de leur rencontre sont intéressantes. Oui, en fait, donc Noah a un coup de foudre sur elle, on le comprend, elle est magnifique. D'ailleurs, on notera aussi qu'ils sont habillés tous les deux exactement comme sont habillés les personnages vieux dans la scène précédente. Donc, on a tout de suite un petit indice visuel sur le fait que c'est les mêmes personnes. Et donc, elle est habillée en rouge, ils sont souvent, lui en bleu, elle en rouge. Et elle est absolument magnifique. Elle est déjà accompagnée d'un jeune homme plus de son milieu social, on va dire. Et elle monte sur la grande roue avec ce jeune homme. Et Ryan Gosling, enfin Noah, décide de se jeter sur leur siège et de monter donc dans les airs avec eux et de se tenir en équilibre à la barre. Et donc menace de tomber de la grande roue très 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 haut en lui disant « Est-ce que tu veux faire un date avec moi Dis-moi oui parce que sinon je saute. » Exactement. Trop mignon. Ne faites pas ça chez vous. There you go. What? No! No! C'est tellement romantique. Hein. J'adore. C'est la plus belle scène de chantage émotionnel que j'ai eue de ma vie. Décidément, Noah a des techniques de séduction assez particulières, puisque lors de leur premier date, il décide, comme activité fun à faire, de s'allonger sur un passage clouté, au milieu de la route, pour lui montrer qu'il est libre, et qu'il faut qu'elle soit libre aussi. Oui, qu'il faut se sentir vivant, c'est-à-dire qu'ils se mettent un petit peu en danger. Tu l'expliques comme si c'était logique, Anaïs. Mais non, mais oui, parce que c'est une technique que vous retrouverez dans beaucoup de relations d'emprise, en fait, avec des hommes toxiques qui vont te donner une pique d'adrénaline très, très forte pour justement te créer un sentiment d'addiction parce que tu te dis « Waouh, j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi intense ». C'est normal et c'est bien, en fait, de ne pas ressentir quelque chose d'aussi intense si tu te sens littéralement en danger. Mais en fait, ça crée ce mécanisme chimique dont on avait parlé quand on parlait des films d'horreur dans la saison précédente d'Amis, c'est-à-dire que ça crée un sentiment de peur suivi d'un sentiment de soulagement immédiat qui fait qu'ensuite on a envie de recréer ça avec cet homme et que c'est parfait. Et en fait, non, c'est très malsain. Mais là, comme on est dans un film romantique, on nous fait croire que c'est super. Ok, tu veux t'allonger sur le passage clouté. On va voir si t'es vraiment libre. You gotta get run over. By all the cars. Lui, il est vraiment libre. Je l'aime tellement. Ça fonctionnerait sur toi ? Vu mon
historique, romantique. Je suis au regret d'affirmer que oui, ça fonctionnera sur moi. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 premières scènes ont un peu des éléments de relation toxique où tu te dis « Ouh là là, mauvaise nouvelle ce garçon », mais le reste de leur relation est hyper mignonne et égalitaire et pas du tout toxique. Au contraire, c'est très très romantique et ça fonctionne totalement sur nous. Oh, j'ai des frissons, ils sont tellement beaux. Elle a un sourire, elle est magnifique. C'est trop beau, là. À cette étape du podcast, vous êtes en droit de vous demander pourquoi on a inclus ce film dans une saison qui est autour des navets ou chefs-d'œuvre, puisque de toute évidence, pour nous, c'est un chef-d'œuvre, ou en tout cas, c'est un très bon film. Déjà, il y a une scène qui mérite de faire entrer ce film dans cette compétition de navets ou chefs-d'œuvre. Est-ce que tu peux expliquer un peu cette scène ? Donc, c'est la fameuse scène du baiser qui a été récompensée par un MTV Film Award. Ah, mais je me demandais toujours ce que c'était le baiser dedans. D'accord, oui, d'accord. Bah oui. Ouais, ok. Moi, je pensais que c'était celui sous la pluie, mais qu'ils avaient recréé celui de If You're a Bird, I'm a Bird. Alors peut-être que c'est celui effectivement qui a gagné, c'est celui sous la pluie, Oui. Mais oui, celui qui a été recréé sur la scène, c'était celui-là, et donc c'est un baiser qui se déroule à la plage. C'est très joli. Le ciel est un peu gris. Elle porte un maillot rétro magnifique, et bon, il y a des oiseaux. Voilà, et... Attends, avant d'aller plus loin, je veux qu'on écoute un extrait où Anaïs qualifie ses oiseaux. Ah ouais, c'est Pigeon. C'est bon, Anaïs. C'est les pigeons de la mer. Tu as grandi en ville. C'est ça, et j'ai vraiment 0% de romance en moi, quoi. Et donc, Ali voit les pigeons de la mer et dit « Je suis un oiseau. Tu ferais quoi si j'étais un oiseau ?» Enfin bref. En même temps, il y a des vrais couples qui font ça dans la vraie vie. C'est vraiment une illustration parfaite de ce que tu fais quand t'es niais, mais totalement niais, genre pendant les premiers mois où t'es débilement niais, quoi. Et donc là, c'est un peu ça. Elle a « Ah, je suis un oiseau et tu ferais quoi si j'étais un oiseau ?» Et ensuite, elle court dans la mer et elle lui dit « Je suis un oiseau, dis-moi que je suis un oiseau. » Donc, kink hyper bizarre. Et là, Noah lui dit « Bah non, c'est hyper bizarre ton truc. » Elle lui dit « Si, dis-moi que je suis un oiseau. » Elle commence à faire des bruits de mouette parce qu'il faut qu'elle crie, sinon il lui coupait son salaire en 2, visiblement. Et donc, elle se met à courir vers lui en sautant, en faisant des cris de mouette et en disant « Je suis un oiseau, je suis un oiseau. » Et il lui dit « Si t'es un oiseau, moi aussi, je suis un oiseau. » Non, elle dit « Et toi aussi, t'es un oiseau. » Ils s'embrassent, elle dit « Toi aussi, t'es un oiseau. » Il dit « Ok, si tu es un oiseau, je suis un oiseau. » Ouais. Et c'est nul. If you're a bird, I'm a bird, c'est rentré dans les annales. Oui. I'm a bird, you're a bird. Oh, je l'ai dit à l'envers en plus. Si t'es un oiseau, moi aussi je suis un oiseau. C'est nul. Moi j'aime bien. C'est un bon moment pour revenir sur les retours critiques autour de cette œuvre, qui ont été assez partagés, parce qu'il y a des retours très positifs. Par exemple, enfin très positifs. Si, Roger Ebert a mis 3,5. Sur 4 ? Bah ouais. Waouh, quel homme. Non, vraiment. Il dit « On espérait tous que Alzheimer puisse nous permettre de tels moments. » Parce qu'elle recouvre la mémoire quand même assez régulièrement, ce qui n'est plus le cas normalement à un stade aussi avancé de la maladie. Et il dit « Nous avons ici une histoire qui pourrait être un tire-larme. Non, attendez, c'est un tire-larme. Mais c'est juste que c'est un bon tire-larme. » Le magazine Première en France a dit à l'époque « Nick Cassavetes joue la carte du romanesque exacerbé, parfois maladroitement, mais il y a quelque chose de vrai et donc de touchant dans ce film qui s'apprécie sans honte, grâce certainement à son couple de jeunes acteurs qui campent leurs personnages de manière très moderne alors que l'histoire n'est pas contemporaine. » Bon, après, on a des critiques qui sont un peu moins bonnes. Alors, j'ai pas trouvé la critique intégrale, elle est citée dans Allociné. Si je voulais en parler, c'est parce que c'est Mia Hansen-Love qui l'a écrite pour les Cahiers du cinéma, qui aujourd'hui est réalisatrice. Et tout ce que Allociné en a retenu, c'est décidément rien ne contrarie l'insipidité de chaque plan. Oh. Ouais, ça m'a rendu un peu triste. Mais elle a pas tort, sur la réalisation, oui, on n'est pas sur du waouh. Comme vous le voyez, moi, j'ai aussi le talent de critique de Roger Ebert. C'est ça. Les Inrocks, à l'époque, écrivent « Nick Cassavetes est devenu un pur professionnel de la profession.
un peu répétitif, qui tourne des films de commande où l'on serait en peine de déceler la moindre touche personnelle. La seule qu'on voit ici est d'avoir confié un rôle à sa mère, Gina Rowlands, ressemblant à une photocopie délavée et cotonneuse de ses héroïnes borderline d'Opening Night ou d'une femme sous influence. Bref, un mélo à double détente, qui peut émouvoir les adeptes des sops télé de l'après-midi, mais qui est tout de même un long chromo englué de conventions, la belle en pince pour le joli prolo, s'achevant en apothéose avec un apitoiement larmoyant sur les ravages de la maladie d'Alzheimer. C'est pas forcément faux, hein. C'est pas forcément faux, mais on sent le mépris, en fait, déjà quand pour la il dit, télévision et voilà, pour le public soap féminin. opéra. Quoi. Exactement. Ouais. Moi, c'est plus le moment soap opéra qui me dérange un petit peu. La pire critique, c'est quand même celle de Peter Bradshaw, que j'aime bien souvent, mais dans The Guardian, qui a mis 1 étoile au film, Aïe. qui écrit « L'ardentaire de la Renaissance ne pourrait pas être plus douloureux que le fait de regarder ce film. » Il dit aussi que c'est une imitation morose de Titanic et que c'est une forme pittoresque d'Alzheimer, ce qui est vrai. Après You're a Bird, I'm a Bird, il y a un moment très important dans leur relation naissante, c'est qu'ils font presque l'amour ensemble. C'est une scène qui est devenue assez culte, même si, personnellement, j'avais oublié certains détails. Mais pas toi. Ah, mais c'est la maison qui va racheter après et retaper. Bah, évidemment. Ah, mais oui, c'est vrai, j'avais oublié. Putain, mais Marie, Désolée. t'es une fan ou t'es pas une fan? Moi-même, je ne pensais pas être fan de ce film. Hein. Mais apparemment, si. Est-ce que tu peux décrire cette scène ? Ils en ont marre un peu tous les deux de se retrouver à chaque fois chez le père de Noah. C'est un petit tue-l'amour quand même. Or, ils ont très envie de se rapprocher de manière charnelle. Et donc, Noah l'emmène dans une vieille maison située sur une plantation qu'il aimerait racheter et retaper. C'est un peu son rêve, sauf que là, c'est une ruine. Et donc, il l'emmène là pour qu'ils soient tranquilles tous les deux. Et ça leur permet aussi de se projeter dans l'avenir, de dire, voilà, j'aimerais vivre ici, gna gna gna. Et ils décident de faire crac-crac en étant très éloignés l'un de l'autre, un peu aux deux extrémités de la pièce. Ils se regardent et ils se déshabillent l'un après l'autre, très lentement, ce qui est totalement réaliste et naturel. Je sais pas, moi ça me choque pas, je trouve ça assez cute parce qu'il y a une forme de pudeur et en même temps d'impudeur. Non, moi je pense que ça me marque parce que c'était un truc qui nous avait beaucoup fait marrer avec mes potes quand on l'avait vu la première fois. Et qu'il y a un côté, oui, très mis en scène dans cette scène. On est très très loin de la sensualité un petit peu spontanée qu'il peut y avoir dans beaucoup de scènes. Mais oui, c'est mignon, ça marche bien. C'est comme le street poker, tu sais, genre t'enlèves une chaussette, une boucle d'oreille. Oh, il va baisser son vêtement. Bah, évidemment. Mais non. Oh. Ouh. Elle est belle. Visiblement, elle est très belle, vu sa réaction. Là, tu parles de l'engin de Noah. Oui. Bah parce que Ali le regarde avec des yeux, tu sens qu'elle est émerveillée, elle vient de... Oui, bah après, tu sens aussi qu'elle a jamais vu de pénis de sa vie, quoi. Oui, c'est vrai, c'est peut-être ça. Bon, et puis après, ils sont séparés par la vie, par les parents d'Ali surtout. C'est triste. T'as vu ma tête? C'était exactement la même que la tienne. Ah, c'est grave. En fait, à ce moment-là, on faisait toutes les deux l'emoji triste avec notre tête. C'est-à-dire qu'on s'est tourné l'une vers l'autre et on avait toutes les deux vraiment les lèvres inclinées vers le bas, quoi. C'était assez marrant. C'est si triste. Ouais. Et c'est là que Noah se transforme vraiment en homme idéal. Si vous êtes adolescente, que vous découvrez ce film pour la première fois, n'y croyez pas. Non, mais aucun homme ne vous attendra pendant 7 ans. C'est clair. Ne vous écrira 365 lettres, une par jour, sans aucune réponse. Et ne mènera sa vie dans un seul but, que de vous retrouver. Moi, je veux y croire, Marie. D'accord, mais enfin moi aussi, quand je regarde le film, je veux y croire. Mais très clairement, c'est un fantasme. Ça a été écrit par une meuf qui a été ghostée et qui s'est imaginé genre l'homme qui restera pour toujours, qui partira jamais. Oui, ça fait. Ils se sont connus pendant 3 mois. Il y a 5 ans. Et il est toujours en train de penser à elle. C'est le rêve. C'est ce que je veux. Exactement. Un homme obsédé par moi. Ouais. C'est doublement le rêve parce que c'est
il est obsédé par elle, mais en même temps, il ne la harcèle pas. C'est le fantasme de, après la rupture, évidemment, tu as très peur que ton ex t'oublie. Et donc là, lui, il ne l'oublie jamais, donc c'est hyper rassurant. Après, ce qui est quand même marrant, c'est que tu pourrais encore dire qu'il y a un truc toxique parce que c'est ce que font certains mecs toxiques aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à t'envoyer des textos tous les jours. Oui, 365 lettres, tu te dis, le mec, il a vraiment... Voilà, alors que si, par exemple, toi, tu réponds pas à un mec qui t'envoie des textos tous les jours et il continue tous les jours à te dire « je t'aime, reviens », etc., et que toi, tu lui réponds pas, mec, comprends le message et peut-être je suis en train d'aller porter plainte, tu vois. Mais là, il y a cet avantage de ceci n'est pas un téléphone portable. Donc, il ne sait pas pourquoi elle lui répond pas et il y a une raison très noble à ça, une explication et ce n'est pas parce qu'elle ne l'aime plus. C'est parce que sa mère lui cache les lettres. Mais c'est vrai qu'il y a un acharnement quand même dans ce qu'il fait qui pourrait être... voilà, c'est extrêmement romantique dans le film, mais on pourrait, si on voulait être des rabat-joie, dire que c'est un petit peu intense. Après, ce qui était marrant, c'est qu'on s'est dit, justement, aujourd'hui, quand ton ex t'écrit, c'est pas forcément le même contenu que les lettres de Noah, tu vois. Et on se disait, mais t'imagines qu'est-ce qu'il a mis dans ces 365 lettres? Tous les jours, il lui écrivait. Est-ce que tu crois qu'il lui écrivait juste une lettre qui était genre, tu fais quoi? Non, c'est ça. Ou bien j'ai mangé de la soupe aujourd'hui. Et pendant ce temps, en fait, Ali, elle se trouve un nouveau mec, dont James Marsden, dont on a parlé, et elle s'éclate avec lui. Elle danse le Charleston et tout ça. Ses parents, ils sont fans, ils adorent parce qu'il est hyper riche. Et Noah, lui, il a toujours pas oublié, donc il est en train de rénover la plantation. D'ailleurs, petite parenthèse quand même, c'est un film des années 2000 qui se situe dans le sud des États-Unis et qui surfe vachement sur l'imagerie des plantations américaines et des choses comme ça. C'était une époque où beaucoup de Blancs, par exemple, se mariaient, encore c'est toujours le cas, hein, mais je pense à Blake Lively et Ryan Reynolds qui sont mariés sur une plantation. Et ça leur a beaucoup été reproché depuis. Ils ont présenté leurs excuses pour cette raison. Il y avait une esthétique autour de ça qui aujourd'hui passerait beaucoup, beaucoup moins parce qu'évidemment, les plantations, c'est surtout le sud esclavagiste, quoi. Oui, c'est ça, mais ça remonte à Autant en emporte le vent et cet idéal très romantique du sud ségrégationniste et du sud confédéré et du sud esclavagiste. Mais en tout cas, Noah, il est hyper bon avec ses mains, donc il répare tout. Il y a les volets bleus. Ah, c'est vrai qu'elle maison avait des dit planches. Bah oui, il a fait la maison de ses rêves. Il est tout sale. Oui, parce qu'il se laisse un peu aller quand même, ce jeune homme. Ouais, dans les critiques, il y avait beaucoup de mentions de sa barbe. Oui, et honnêtement, c'est assez tragique. Ouais, il porte pas une super belle barbe à cette période-là du film. Mais oui, encore une fois, elle lui a dit une fois, moi j'aimerais bien avoir une maison blanche avec des volets bleus. Le mec, 8 ans après, il est en train de construire une maison blanche avec des volets bleus. Enfin, goals ou encore une fois, passe à autre chose. Oui, ou hyper bizarre, mais en fait, le mec, il te construit dans la réalité ton tableau Pinterest. Ouais. C'est génial. Si elle était jamais revenue avec lui, ce serait vraiment chelou. C'est clair, et hyper triste. Mais évidemment, ils vont se retrouver parce que c'est une histoire d'amour. Et là, les retrouvailles, c'est une succession de scènes cultes. Elle débarque chez lui alors qu'elle vient de se fiancer. Elle a un rocher sur le doigt. Les retrouvailles sont un peu maladroites au début, mais elle finit par manger avec lui et après, ils vont faire un tour de barque. C'est très romantique. Il y a beaucoup d'oiseaux, encore une fois, sauf que là, c'est des cygnes, c'est ça? Non, c'est des canards. C'est des canards. On dirait c'est des canards blancs. Des canards blancs. C'est des oies blanches. Des petites oies. On n'est pas... J'avoue que je trahis un peu mes origines toulousaines. Je suis pas très au point sur si c'est des canards ou pas. C'est des gros canards. Mais du coup, c'est très romantique. Mais là, bon, pour le coup, franchement, même pour moi, ça va trop loin. C'est-à-dire que c'est vraiment une image d'Épinal très, très dégoulinante de romantisme, quoi. Ouais, et puis le nombre de canards, en fait, on dirait qu'ils sont allés récupérer tous les canards de tous les États des États-Unis pour les mettre dans cette mare. Il y en a tellement que c'est comme vraiment le RERB en heure de pointe, c'est-à-dire que la barque ne peut pas avancer tellement il y a de canards. Ouais. C'est un peu too much. T'as envie de voir l'eau quand même, c'est joli l'eau aussi. Oui, mais là, bon, c'est quand même très très beau, mais too much. Imagine la quantité de déjection qu'il doit y avoir en dessous. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, c'est un miracle qu'il se fasse pas chier dessus à un moment, quoi. Mais il se met à pleuvoir, et quand il se met à pleuvoir, on sent que pour elle, c'est une libération, quoi. Meuf, t'es pas prête. T'es pas prête. Et c'est là, il va pleuvoir. Ouais. Et c'est là qu'il va lui dire pourquoi t'as pas répondu à ma lettre. Ouais. Et ça va être la cata. Mais in a good way. Ah bah, ils vont me niquer. La musique, c'est tragique. C'est pas si drôle que ça. Mais elle est libérée par la pluie, Anaïs. La pluie vient laver ses émotions. Why didn't you answer my letters? Peut-être qu'elle va lui dire pourquoi tu m'as pas écrit. Je crois que c'est ça le truc. Elle aurait pu lui écrire elle aussi, en fait.
Et enfin, sur le ponton, ils s'embrassent, enfin, sous la pluie, raconte-nous tout. Elle lui dit « Pourquoi tu m'as jamais écrit ?» Et là, elle lui dit « Mais tu te fous de ma gueule, je t'ai écrit 365 lettres. » Tous les jours, pendant 1 an. Et là, elle lui dit « Quoi ? Comment ?» Elle dit « C'est trop tard ». Et lui, il dit « C'est pas trop tard, c'est jamais trop tard ». Et là, ils s'embrassent. Et ils sont tous les deux dégoulinants parce que c'est sous la pluie et c'est magnifique. Moi, le truc qui m'a le plus marqué dans cette scène, parce que ça s'enchaîne avec une scène de sexe, mais c'est une prouesse technique de Ryan Gosling qui m'a marqué pendant des années. C'est-à-dire que j'en parlais à chaque fois que je parlais de ce film. C'est-à-dire qu'ils commencent à s'embrasser, ils s'embrassent, ils rentrent dans la maison, il la plaque contre le mur, il la porte en plus, elle a ses jambes autour de lui, autour de sa taille et tout ça, il la soulève. Et en même temps, il baisse son pantalon et il a le pantalon au niveau des chevilles. Donc il la porte avec le pantalon au niveau des chevilles, il a toujours ses chaussures. Et là, il monte les escaliers avec elle tout en l'embrassant, sans tomber. Bah, c'est un homme extraordinaire. Ouais. Rien que pour ça, il aurait dû avoir un Oscar. Bon, par contre, t'as pas été trop convaincu par la scène de sexe qui s'ensuit. Je rejoins totalement Mia Hansen Love sur le fait qu'il y a zéro inventivité et zéro sensualité, et vraiment dans cette scène tout particulièrement. Et en plus, c'est même pire que ça, c'est-à-dire qu'on dirait des défauts de montage, parce qu'ils font plusieurs coupes avec des fondus, mais où en fait, ça décale juste le plan d'1 ou 2 secondes, donc c'est même pas des ellipses, c'est très bizarre. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. C'était peut-être une tentative un peu expérimentale, mais ça marche pas. J'ai pas d'explication, honnêtement. Peut-être qu'ils voulaient caser un autre truc au milieu et qu'ils l'ont pas trouvé, donc ils ont recasé la même. C'est ça. Mais du coup, ils font des ellipses pour te dire 2 secondes plus tard. Ouais, et c'est encore ça. 2 secondes plus tard. C'est comme dans le pack des loups. C'est ça. Bon, du coup, la scène de sexe t'a pas trop convaincu. Par contre, il y a un petit moment où elle a un doute, elle sait pas si elle va rester avec lui ou si elle va repartir avec son fiancé. Elle décide au final, après une énième engueulade, de se retrouver avec Noah pour de bon. Et là, ça a fait battre ton petit cœur. Lui dort dans la couverture dans laquelle elle dormait elle aussi, parce qu'elle sent comme elle. Putain, mais la musique, il faut qu'il se calme, c'est... Non, moi je trouve ça trop bien. Putain, c'est le meilleur moment là, c'est ce qu'on a tous attendu. Non, moi, ce que j'attends, c'est qu'ils meurent ensemble dans le lit. Ils s'aiment. Oh, c'est trop beau. Ouais, elle a pas une autre robe. Et lui, il a pas un autre t-shirt. Non, ils ont besoin de rien d'autre que d'eux-mêmes pour s'aimer. Wow. Non, mais c'est fou parce qu'on est vraiment tellement par accord. Mais pour moi, c'est ça le moment victorieux du film. C'est-à-dire que tu attends ce moment et donc enfin, tu as la satisfaction. Tu as eu les blue balls, tu les as vus se déchirer et s'aimer sans pouvoir se le dire. Et enfin, ils sont sur la même longueur d'onde. Moi, je m'en fous de cette... Enfin, vraiment, rien à faire. Parce que je me doute bien qu'ils vont finir ensemble, déjà. Et pour moi, le moment, c'est plus quand ils s'embrassent sous la pluie, tu vois. Parce que c'est là où, en fait, t'as une tension, tu sais pas s'ils vont être ensemble. Oui. Et là, au final, ça renaît. Alors que le fait qu'elle revienne en voiture et qu'elle lui dise « Je suis là avec ma valise », Ouais, mais moi je pense que c'est vraiment le truc de la boucle est bouclée et je pense que comme on le voyait sur Un monde meilleur, je suis hyper touchée par les problèmes de communication dans la fiction et les personnages qui n'arrivent pas à se comprendre alors qu'ils veulent se dire la même chose, qui ressentent la même chose, mais ça marche pas. Il y a quelque chose qui se met en travers de leur chemin et c'est la communication qui fait que ça foire. Et là, à ce moment-là, ils sont enfin alignés sur la communication et du coup, moi, ça me détend. C'est comme de l'ASMR pour moi. C'est genre, enfin, ils se comprennent. Enfin, ils s'aiment tous les deux. Alors que toi, ce qui t'émeut, c'est une toute autre partie du film, mais c'est celle qui émeut tout le monde. Oui, en fait. voilà, j'allais dire, c'est pas que ce qui m'émeut moi. C'est-à-dire que donc, en parallèle, tu as l'histoire de Noah et Ali à l'âge adulte, très À vieux. l'âge très adulte. Voilà, très vieux, en EHPAD, dans l'EHPAD le plus cool. Enfin, c'est pas un EHPAD, c'est un Club Med, en fait. C'est magnifique. C'est vraiment... C'est une thalasso. Exactement. Sauf que à cette époque, il lui lit à chaque fois l'histoire de leur histoire d'amour, le récit de leur histoire d'amour, pour faire renaître en elle des souvenirs, parce qu'elle a Alzheimer, et il y a des jours où ça marche et des jours où ça marche pas. Bon, c'est pas très scientifique, mais il y a une scène où ça fonctionne. Mais surtout, en fait, toute cette trame-là, toi, t'intéressait beaucoup, beaucoup moins. Ah ouais, moi, j'avance rapide, en fait. Alors que moi, j'aime beaucoup. Tu pleures pas quand ils meurent tous les deux à la fin ? Non. Non. Non, Crève ces deux vieux. moi je meurs quand Virginia Woolf elle meurt dans les heures, mais. Tu meurs quand elle meurt. Ah, je dis ça. Je pleure quand Virginia Woolf meurt dans les heures. Mais. Pas quand les vieux. Les vieux, moi ça m'émeut pas comme toi. Non, c'est une belle histoire d'amour.
Désolée, on mangeait notre goûter à ce moment-là. Moi, ça m'émeut beaucoup. Il y a une scène qui me fait fondre en larmes systématiquement. Tu t'es foutu de ma gueule comme je sais pas quoi, alors que c'est cité dans certaines critiques parce que c'est hyper émouvant. Il y a des enfants qui viennent voir leurs parents, leur mère ne les reconnaît pas parce qu'elle a Alzheimer, mais après ils restent avec leur père et ils parlent avec lui et ils lui disent papa, il faut que tu rentres, ça sert à rien, elle te reconnaît plus, elle est bien ici, laisse-la, il faut que tu viennes vivre avec nous et tout ça, tu nous manques. Et là, ce qu'il leur répond, c'est ma chérie là-bas, je peux pas la quitter quoi. Et c'est trop beau. Look, guys, Vous inquiétez pas, demain on sera tous les deux morts. that's my sweetheart in there. I'm not leaving her. This is my home now. Marie. Non, je suis désolée, il y a ces enfants qui lui disent tu nous manques. Mais non, mais that's my sweetheart in there, Oui, c'est oui. trop mignon. Bon, arrête. T'as pas de cœur. C'est trop beau. Enfin, désolée, mais c'est trop mignon en fait. Je sais pas vraiment, ça m'atteint pas du tout. Hein. Mais non, mais parce que te dire que justement, à cet âge-là, on va dire qu'ils ont 80 ans, on va dire. À 80 ans, alors qu'ils se sont connus à l'adolescence, qui disent encore c'est my sweetheart, qui est quand même un terme qui est plus associé justement au premier amour ou des choses comme ça, en parlant d'elle et qui disent encore qu'il ne veut pas la quitter et qu'il est toujours là pour elle, même quand elle ne le reconnaît pas, c'est le romantisme ultime. Évidemment que c'est cucul après loge, tout ce qu'on veut et tout ça, mais il n'y a pas plus romantique que ça. Moi, déjà, je suis pas très investie dans le romantisme entre ces deux personnages-là, enfin, joués par ces acteurs-là. C'est ça le truc, c'est qu'on passe quand même beaucoup plus de temps avec le casting jeune. Et donc, je me sens pas particulièrement connectée avec ces itérations-là des personnages. Après, il y a aussi un truc, c'est que on a tous un peu nos boutons déclencheurs. Et toi, les personnes âgées, ça t'émeut vachement dans les films. Moi, les petits garçons tristes, ça m'émeut vachement dans les films. C'est pour ça qu'un monde meilleur, je pense, me touche beaucoup plus. Non, mais c'est vrai, c'est un truc automatiquement. Oui, je me mets c'est un sûr. petit garçon triste, je me mets à pleurer. Non, mais c'est sûr que moi, les personnes âgées, déjà, ça m'émeut plus facilement. Mais je pense qu'il y a aussi un truc sur la permanence de l'amour. Mais on vit dans un monde quand même où on n'a pas vraiment ça. Aujourd'hui, c'est quand même très, très rare d'avoir des histoires d'amour qui durent toute une vie. Et donc, quand tu as des histoires comme ça, même dans la presse, quand les gens racontent que leurs grands-parents sont ensemble depuis 70 ans ou des choses comme ça, c'est hyper beau parce que Oui, tu dis mais- que ça existe, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, ça m'émeut aussi. Et enfin, je suis émue, par exemple, quand je vois des couples de personnes âgées qui ont l'air hyper amoureux. Ça m'émeut beaucoup. Mais dans ce film-là, ça m'émeut pas. Donc pour moi, c'est Oui, pas. oui. C'est pas parce que je suis sans cœur, même si Non, peut-être non, je dis que pas je ça, le suis. mais ce que je veux dire, c'est que le bouton sur lequel ils appuient, c'est pas juste des personnes âgées. Ces personnes âgées-là m'émeuvent pas individuellement plus que ça. C'est vraiment non, leur mais histoire, oui, tu c'est vois. l'amour éternel. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, par exemple, dans Titanic, du coup, il y en a un des deux qui est mort, donc ça m'émeut vachement plus. Il y a plein d'autres films ou d'autres œuvres de fiction où cette idée-là a pu m'émouvoir. Mais là, à chaque fois, c'est marrant parce que même quand je l'avais vu pour la première fois avec mes potes, ils étaient tous en larmes. Et j'étais là, mais ouais, moi, pas du tout. Et la raison pour laquelle je parle des heures, le film Les Heures, dans l'extrait, c'est parce qu'on avait loué les deux films en même temps et on s'était fait une après-midi cinéma. On avait regardé les deux à la suite. Et Les Heures, j'étais achevée, en fait. J'étais anéantie. Et The Notebook, ça m'a rien fait en comparaison. Et ça revient un peu sur ce qu'on disait avec Un monde meilleur, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui a des thématiques beaucoup plus sombres et existentielles. Et celui-là qui est une romance et du coup qui est plus beau et joli, en fait. Enfin, où Oui, ça c'est se ça. termine bien. Et moi, je pense que je suis Enfin, beaucoup ça se plus termine émue. bien. Ils meurent tous les deux. Oui, Mais ils meurent, ils mais meurent c'est ensemble. censé. Voilà, toi, c'est ça qui t'émeut, c'est que c'est une belle fin Oui, pour les oui, deux, non, c'est etc. Et moi, je pense que quand je pleure, généralement, c'est parce qu'il y a de la douleur. C'est pas parce qu'il y a une résolution heureuse. Faut qu'on parle de la fin. Si vous l'avez pas compris, on l'a mentionné 10 fois, ils meurent ensemble. Mm. Mais ils meurent juste par la force de leur amour, en fait. Ils décident de mourir ensemble. Et ça, waouh. Scientifiquement, je sais pas si c'est très solide, mais émotionnellement, ça dépote. Oh, je suis désolée, c'est tellement cucu. On est en train de tout faire, même nous tuer tous les deux. C'est bon. C'est trop beau, t'es folle ou quoi, toi? Non, moi, ça vraiment, ça me fait rien du tout. T'y a pas de cœur, ils meurent ensemble. Ouais, bah. Toi, tu veux juste pas mourir. Non, c'est ça. Pour moi, genre, il n'y a aucun univers dans lequel c'est cool. C'est un happy end, ils sont morts tous les deux, quoi. C'est pas un happy end, mais c'est beau. Ouais, je sais pas. En fait, ils sont pas assez vieux, quoi. Elle pourrait rencontrer une nouvelle personne après. Mais non, lui c'est pas aussi. ça. Bah non, enfin, mais ils meurent pas seuls, quoi. Ils meurent tous les deux. Clairement, ça reflète un peu ma philosophie dans la vie, qui est que tant qu'il y a encore une micro-goutte de vie, il faut s'y accrocher.
Et donc, le fait qu'ils décident de mourir tous les deux alors qu'ils ont encore plein de beaux souvenirs qui pourraient se créer et tout. Non, pas ensemble. Bah, elle, c'est sûr que non. Mais Oui, lui, bah, lui. Il pourrait retrouver l'amour. Mais non. Il a pourrait eu encore 7 avoir ans. 15 ans magnifiques. Non, mais il a eu 7 ans quand il était jeune et qu'il ressemblait à Ryan Gosling pour retrouver l'amour. Il n'a pas réussi. Il a eu juste Martha. C'est vrai. Non, il peut pas retrouver l'amour. Sa sweetheart, c'est elle. Ouais, mais pour moi, c'est pas beau qu'ils meurent. Enfin, c'est beau qu'ils meurent ensemble et tout, mais genre, ça m'émeut pas, en fait. Je suis on a contente compris. pour eux. Je suis Cool. Mais moi, je veux qu'on revienne à quand il y avait Ryan Gosling et qu'ils se faisaient des câlins. Je pense que, honnêtement, quand j'ai découvert ce film pour la première fois, mais ça m'a anéanti. Enfin, comme toi, ce que tu disais sur The Hour, mais ça m'a détruite. J'ai pleuré, mais pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a Out of Africa qui me fait systématiquement pleurer, mais comme une madeleine, quoi. Et après, il y en a d'autres, genre $1 Million Baby à l'époque et Dancer in the Dark. Alors ça, je les ai pas revus d'ailleurs, parce que ça m'a tellement traumatisée. Mais je n'arrêtais pas de pleurer, c'était horrible. Comme moi, face à Helen Hunt et son combat contre l'alcoolisme. Mais The Notebook, un peu moins quand même, mais vraiment la scène finale et enfin, la mort ensemble, je trouve ça tellement beau. Et tellement émouvant. On va passer à la petite séance de torture. Bon, là, on va lister 3 défauts, vu qu'on a quand même bien aimé, je pense, le film chacune. Pour moi, les défauts, c'est que la fin m'émeut pas, que l'histoire des oiseaux, je suis un oiseau, là, faudra m'expliquer, j'ai pas compris, et que la barbe de Ryan Gosling aurait pu être un petit peu plus sexy. Moi, c'est la musique, qui est trop. Il y a aussi des moments visuels que je trouve hyper moches. On dirait des cartes postales, mais des cartes postales un peu cheap, avec les oiseaux, le coucher de soleil et tout ça. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Mais d'ailleurs, la scène d'introduction, c'est affreux. En fait, ils ont mis des espèces de filtres rouges hyper saturés. Ouais, c'est ça. C'est sur un mec qui est sur une barque. C'est la version bizarro de Winding Refn. Et en même temps, c'est les seuls moments où il essaye quelque chose de moins conventionnel. Oui, mais c'est trop moche. Ouais. Et la scène de guerre. Oui, on n'en a pas parlé, mais elle ne sert à rien. On voit Ryan qui part à la guerre et qui perd son meilleur pote. Ça dure 30 secondes et après il revient et voilà. N'avez où chef-d'œuvre ? Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Incontestable. 400 mètres, 0. -8. Magnifique. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Si vous voulez voir ou revoir The Notebook ou N'oublie jamais, il est disponible à la location sur plein de plateformes. La semaine prochaine, je découvre Showgirls. De Paul Verhoeven. Exactement. Qui est encore un exemple classique de la tension entre navet ou chef-d'œuvre. J'ai très hâte. Je pense que ça va te faire marrer. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire où vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Bon, forcément, ça se passe dans le sud, donc on a eu droit à quelques petites imitations de ma part. You'll find out it's colleges. Colleges. That could stand on up to the ones we want. I'm a smart lady. We. What? You just said Mama and I. Oh, mother and daddy. They're together. I do know another joke about the nun and the post that Il n'est pas vraiment du sud, ce monsieur, je crois. Non, parce que lui, tu vois, il a le même accent que toi. Oui, c'est ça. I do know another joke. Right now. Well, that's beautiful. Look at that. That's a damn picture, right? C'est super chum. C'est ça ta vieille croûte là? À la poubelle. Dans les toilettes. Ça tombe bien, on n'avait plus de quoi se chauffer. Ça, c'est le tableau de Ali qu'elle offre au père de Noah. Peut-être Qui est un peu moche. Peut-être qu'il valait mieux qu'elle ait pas de travail et qu'elle soit entretenue par ses parents. C'est ça. Et ensuite, il y a quand même un dossier Martha, on en a parlé, elle est ultra pathétique. Donc c'est la meuf qui couche avec Ryan pendant que Ali est loin. Et en fait, cette meuf est veuve. Et quand Ali revient, Martha pointe le bout de son nez et elle est invitée à dîner avec eux dans un moment très horrible. Oh, c'est horrible. Triggering. Can I meet her? Mais Pourquoi tu veux te faire ça? respecte-toi.
L'autre va arriver. Ah, c'est horrible. Mais toi, reste caché dans la cuisine, en fait. C'est horrible. Ah non, mais c'est un film d'horreur, là. La mise en abîme de l'histoire t'a évoqué une autre œuvre culte. C'est vraiment Princess Bride. Hein. Que je vous recommande. Princess Bride. Voilà. Cultissime aux États-Unis, mais assez peu connu en France. Rachel McAdams qui prouve que l'on peut délivrer un what, no avec charisme et conviction. Exactement. Contrairement à Mark Wahlberg. What? No. What? No.